on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 45. Lucilius veut que Sénèque lui envoie des livres, mais Sénèque le met en garde. Tu dois lire avec un programme défini et non pas passer d'un livre à l'autre plic-ploc sans programme. Donc tu dois avoir ton but en tête et te faire un programme de lecture en fonction de ça, pour ne pas vagabonder et finalement ne pas trouver la voie qui va le mener vers son but. Il dit que s'il n'espérait pas que Lucilius revienne assez rapidement à Rome auprès de lui, il se serait déjà embarqué pour la Sicile. Mais là, comme il espère qu'il va revenir et comme il a une santé assez fragile, due entre autres à sa vieillesse, mais il dit je vais attendre ici que tu reviennes. Lucilius demande aussi à Sénèque de lui envoyer ses propres livres. Et là, la Sénèque, on ne sait pas s'il fait preuve de fausse modestie ou de vraie modestie, mais il lui dit écoute, je ne suis pas vraiment à mettre au rang des autres, et si tu me le demandes, c'est que c'est un peu de complaisance. Donc, mais en tout cas, si tu lis mes livres, garde en tête que je suis toujours en train de chercher la vérité. On peut se référer, en tout cas lui se réfère aux grands hommes, mais il dit, pense que eux aussi, ils nous ont laissé des vérités à chercher, donc ils n'ont pas eux-mêmes trouvé. Et peut-être d'ailleurs qu'ils les auraient trouvées, ces vérités qu'ils nous ont laissées un peu en plan, comme ça, s'ils n'avaient pas perdu leur temps à chercher les choses superflues. Entre autres, alors ici il commence tout un paragraphe, tout un chapitre là-dessus sur les jeux de mots, donc le fait de chipoter, de badiner un peu avec les mots. Ils disent qu'on a vraiment du temps à perdre là-dessus en jouant avec les syllogismes, jouant un peu sur la logique. Est-ce qu'on a le temps de faire ça alors qu'on n'a toujours pas appris à vivre et à mourir? Donc il dit, fais attention à ces badinages. En dehors des batailles d'école, donc à l'époque on avait évidemment des écoles de rhétorique entre autres, où les gens s'amusaient à faire croire quelque chose, en tout cas en utilisant la parole pour pouvoir faire croire quelque chose qui en vérité qui ne se révèle pas vrai. Il dit, nous on n'a pas le temps de faire ça, et qu'en dehors des batailles d'école, justement, personne ne prête attention à ça dans la vie courante. Donc il dit, il faut faire attention. Là où il faut faire attention aux mots, c'est par rapport aux mots qu'on va utiliser pour déterminer telle ou telle chose. Donc il dit, il ne faut pas confondre adulatio, donc qui est de la flatterie, à l'amitié, amicitia. Parce que ça peut y ressembler, parce qu'on peut être approché par exemple par quelqu'un qui va nous flatter, qui va essayer d'atteindre notre cœur pour nous faire du tort. Alors que l'amitié, finalement, ça y ressemble aussi, mais le but, évidemment, n'est pas le même. Donc il dit que parfois, on croit qu'on a affaire à un ami, alors que c'est un ennemi. Blandus, en latin, c'est flatteur. Alors, la témérité peut aussi être prise pour du courage, la lâcheté peut être prise pour de la modération, et la timidité peut être prise pour de la prudence. Donc c'est sur ça, sur ces choses-là, qu'il faut mettre des étiquettes précises. Le reste, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, tout ce qui concerne, entre autres les vertus, il faut pouvoir mettre des étiquettes précises sur chaque chose. Il dit, en tout cas, sur ceux qui jouent avec la dialectique, donc ceux qui jouent un peu avec la logique, avec les mots, c'est amusant. Voilà. Mais je ne perds rien à ne pas les connaître et je ne gagne rien à les savoir. Donc finalement, c'est une perte de temps, ça ne m'apporte rien, mais ça ne me coûte rien de les savoir non plus. Il donnait un exemple ici avec des cornes, donc j'ai un peu cherché parce qu'il en parle dans une lettre suivante. Parce que d'ailleurs, à la fin de cette lettre-ci, il nous dit qu'il reparlera des dialecticiens, donc de ceux qui jouent justement là-dessus. Et il donne un exemple, c'est « Tu as ce que tu n'as pas perdu, or, tu n'as pas perdu de cornes, donc tu as des cornes. »
voilà, leur type de logique. Et il dit, en fait, mais personne n'est assez bête que quand on va aller lui dire ça, il va aller se toucher le front. Ah non, en fait, j'en ai pas de cornes. Mais non, on le sait bien. Ou alors, finalement, la personne va arriver à nous retourner le cerveau en se disant, en fait, je ne sais pas. Tu m'as perdu, je ne sais pas trop où j'en suis. Il dit, mais personne n'est assez bête pour croire ça. Et il dit, en fait, c'est comme le magicien, quand il fait un tour devant nous, ben, c'est amusant, mais une fois que le tour est expliqué, ben, ça perd tout son charme. Donc il lui dit, si vraiment tu veux t'amuser à ça, dis-nous que l'homme heureux n'est pas celui chez qui l'argent abonde, mais bien celui dont tout le bien est dans son âme. C'est celui, ici il fait une petite liste de l'homme heureux, c'est celui qui rejette ce que la foule admire, celui qui n'estime dans l'homme que les qualités qui font essentiellement l'homme, celui qui se met à l'école de la nature, alors c'est celui qui fait que la nature, natura, est sa magistra, donc son maître, sa maîtresse d'école, celui qui tourne les mots vers le bien, celui qui est assuré dans son jugement, inébranlable, intrépide. Et celui qui n'est pas blessé par les coups de la fortune. Il sera juste piqué, mais ça ne l'atteindra pas. Il peut être ému, mais pas déconcerté. Et parce que ça, on rappelle quand même qu'on peut être touché par quelque chose, mais l'important, c'est de voir ce qu'on en fait après. Mais il dit c'est rare, en tout cas pour l'homme qui est vraiment heureux, rare parce que la plupart du temps, les coups du sort, donc les coups de la fortune, sont comme la grêle qui rebondit sur le toit, qui crépite et qui fond. Je trouve que cette image est assez parlante. Donc la grêle qui tombe, et l'homme heureux reste impassible. Alors, Lucilius lui parle d'un sophisme qu'on appelle le pseudoménon, donc c'est le menteur. Alors, Sénèque dit qu'il en reparlera après, donc j'en reparlerai aussi plus tard. Donc c'est par rapport au fait qu'on ment. Et pour Sénèque, donc dans le syllogisme, pour Sénèque, toute la vie ment. Et c'est justement à Lucilius de la confondre, donc de confondre la vie en disant mais non, ça c'est pas vrai, c'est du mensonge. Parce que la vie déclare nécessaire ce qui pour la plupart est superflu. Et alors, ce qui est nécessaire n'est pas forcément un bien. Donc par exemple, ce qu'il faut manger, le pain, la bouillie, tout cela est nécessaire, mais ce n'est pas un bien. Donc on ne peut pas dire que tout ce qui est nécessaire à vivre est un bien, parce que ce serait abaisser cette notion de bien. Donc ce qui est bien est nécessaire, mais ce qui est nécessaire n'est pas dans tous les cas un bien. Revient donc sur cette idée de superflu et de nécessaire, et il dit, et le fait de perdre du temps. Donc il dit, montre-nous que la quête du superflu entraîne une perte de temps. Cherche, et tu verras que la vie d'aucun ne regarde vers le lendemain. Donc ça veut dire que personne ne vit sans regarder vers le lendemain. En quoi est-ce que c'est mal de toujours regarder vers le lendemain? En fait, ils ne vivent pas dans le présent. Ils vont vivre. Donc on utilise ici le futur. C'est comme s'ils se préparaient toujours à vivre sans vivre réellement. Et ils diffèrent tout. Donc la phrase que j'avais retenue, c'est « Etiam si attenderemus tamen nos vita praecurret ». Donc même si on y prêtait attention, eh bien, la vie nous dépasserait quand même. Donc voilà, dans tous les cas, donc la plupart du temps, on n'y prête pas attention. Donc elle passe, mais même si on y prête attention, elle passe tout de même. Et donc, il dit que la vie, elle se finit le dernier jour, mais qu'elle meurt tous les autres jours. Donc il nous l'avait dit que tout ce qui est passé de notre vie appartient déjà à la mort. Donc il faut se dépêcher de vivre maintenant. Et il termine sa lettre en disant, voilà, je ne vais pas être trop long, je reviendrai plus tard sur cette histoire des dialecticiens. Effectivement, je pense que c'est dans la lettre 49.
Donc, soyons un petit peu patients, on y reviendra. Donc, que retenir de cette lettre? La première chose, c'est ce que je viens de dire à la fin, c'est de ne pas perdre de temps. Donc, de ne pas reporter au lendemain ce qui, pour nous, pourrait être important pour réaliser le but de notre vie, donc cette réalisation de nous-mêmes. Donc, ne perdons pas de temps. Et il y avait quelque chose dans le fait que les grands auteurs, moi ça me parlait bien, que les grands auteurs ont laissé des idées, des vérités à chercher. Deux choses à propos de ça, parce qu'on parle souvent en citation, donc on va dire un tel, souvent on va trouver Sénèque a dit ça, et alors on va juste citer cette citation-là et laisser les gens en faire leur leçon. Pour moi, un auteur, quand il écrit à un tel moment, dans un tel contexte. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir utiliser cette phrase-là, donc la phrase qu'il aura dite, de façon complètement intemporelle. Dans le sens où c'est lié au contexte. Quelqu'un, par exemple, Sénèque pourrait dire quelque chose à un moment, dans sa jeunesse, dans une œuvre de jeunesse, et dire, alors peut-être pas l'inverse, mais voilà, sa réflexion aura évolué tout au long de sa vie, il y aura eu des éléments dans sa vie qui ont fait changer peut-être, et donc il dira peut-être autre chose plus tard. Donc, moi c'est comme dans les lettres ici, il y a des jours, comme c'est un travail quotidien, il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, et certainement que ce que j'ai dit dans une lettre, je sais pas moi, la lettre 24, n'était pas ce que je dirais aujourd'hui. Bon, dans le fond, je pense que le fond est là, mais parfois ça évolue. Et donc, je suis d'autant plus contente, et c'est pour ça aussi que j'avais commencé ce défi avec les lettres de Sénèque. C'est comme c'est une œuvre de vieillesse, on va dire, sa réflexion est beaucoup plus mûrie. Mais évidemment, elle évolue aussi en fonction de ce qu'il apprend de Lucilius, des événements qui sont autour de lui, de l'époque qu'il vit. Et donc, je me dis, on ne peut pas dire « un tel auteur a dit ça » parce qu'on aura lu une phrase un jour d'un auteur et se dire, à partir de cette phrase-là, se faire toute une idée de cet auteur-là. Voilà, en plus, ça arrive à tout le monde, parfois, dire des choses qu'on peut regretter. Alors, les écrire, c'est déjà autre chose, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi faire une recherche. Et l'idée aussi, c'est de dire, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, que des auteurs n'ont pas eu le temps d'aller au bout de leur démarche, au bout de leur recherche, et que nous, alors, on peut partir de ce point de départ-là, donc de quelque chose avec lequel on serait d'accord, et continuer la recherche. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout reprendre toujours, sinon on n'évolue pas. Donc, voilà, on ne peut pas progresser la réflexion. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ne perdons pas de temps pour y penser. On se retrouve demain pour la lettre 46. Et d'ici là, portez-vous bien ou à l'été.